Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si votre conjoint rentrait un jour à la maison, parfaitement calme, et vous faisait une proposition qui bouleverserait complètement votre mariage? Pas de dispute, pas de grande scène dramatique au préalable, juste une suggestion. Comme s'il vous proposait d'essayer un nouveau restaurant. Et voici le plus drôle, cette idée lui est venue grâce à des podcasts. Et à Instagram. Et à une communauté en ligne. Oui. Maintenant, réfléchissez-y vraiment avant qu'on entre dans le vif du sujet. Quand votre partenaire commence à changer, les vêtements, la coiffure, le vocabulaire, en utilisant soudainement des mots qu'il ou elle n'avait jamais employés en 9 ans de vie commune, à partir de quel moment vous dites-vous, d'accord, il y a vraiment quelque chose qui cloche? Ou bien restez-vous simplement là, à préparer le dîner tout seul, en vous demandant où est passée la personne que vous avez épousée? Parce que cette histoire, elle va bien au-delà d'une simple demande étrange dans un mariage. Restez avec nous. Vous allez vouloir voir comment tout cela se termine. Ma femme m'a dit, on devrait essayer un mariage sans intimité. J'ai d'abord ri, pensant que c'était absurde. Jusqu'à ce que les choses prennent une tournure inquiétante. Alors j'ai décidé d'agir. J'ai 32 ans, je suis un homme, marié à Natacha, 29 ans, depuis 6 ans. Nous sommes ensemble depuis 9 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, alors que je terminais mon diplôme d'ingénieur. Je ne suis pas un homme parfait. Je travaille trop, j'oublie parfois des dates importantes et j'ai la mauvaise habitude de laisser traîner mes chaussettes partout. Mais j'ai toujours été fidèle, présent et honnêtement convaincu que nous avions construit quelque chose de vraiment solide. J'ai grandi dans une petite ville du Midwest. Mes parents sont toujours mariés après 35 ans de vie commune. J'ai reçu une éducation traditionnelle, j'ai travaillé dur pour obtenir un bon emploi, acheter une maison en banlieue, bref, le fameux rêve américain. Quand j'ai rencontré Natacha, elle étudiait la psychologie. Elle était incroyablement intelligente, ambitieuse et, pour être honnête, bien trop belle pour moi. Elle avait de longs cheveux bruns, des yeux verts qui semblaient changer de couleur selon ce qu'elle portait, et un rire capable d'illuminer une pièce entière. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de bénévolat sur le campus. Nous aidions à construire des maisons pour Habitat for Humanity. Je lui ai proposé d'aller prendre un café après, et le reste appartient à l'histoire. À l'époque, notre connexion était incroyable, aussi bien émotionnellement que physiquement. Nous pouvions passer des nuits entières à discuter, ou à ne pas discuter du tout. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard lors d'une petite cérémonie entourée de nos proches. Nous avons acheté notre maison 1 an après. Tout semblait suivre le plan prévu. Je progressais dans mon cabinet d'ingénierie tandis qu'elle développait son propre cabinet de thérapie spécialisé dans le conseil familial. L'ironie de cette situation ne m'échappe pas aujourd'hui. Notre quotidien était confortable. Les matins de semaine, nous prenions un café ensemble avant d'aller travailler. Les week-ends, nous nous occupions de projets pour la maison ou regardions des séries sur Netflix. Nous avions une soirée en amoureux un vendredi sur 2. Nous parlions parfois d'avoir des enfants un jour, mais nous apprécions aussi notre vie à 2. Notre vie intime était toujours satisfaisante. Plus aussi passionnée qu'au début, évidemment, mais régulière et épanouissante. Du moins, c'est ce que je croyais. Puis est arrivé ce mardi soir complètement ordinaire. J'étais allongé sur le canapé, en train de faire défiler mon téléphone tout en regardant distraitement une rediffusion d'une sitcom médiocre, attendant qu'une mise à jour de mon jeu vidéo se télécharge. Natacha est entrée dans le salon avec ce regard particulier. Vous savez lequel? Un mélange de détermination et de « je répète cette conversation dans ma tête depuis plusieurs jours ». J'ai coupé le son de la télévision et me suis redressé. « Il faut qu'on parle », dit-elle en croisant les bras. Merde. Ces 4 mots ne sont jamais suivis de « je t'ai acheté des jeux pour la PlayStation 5 » ou « commandons une pizza ». Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je en essayant de me souvenir si j'avais oublié un anniversaire ou quelque chose du genre. Elle resta silencieuse quelques secondes, comme pour se donner du courage. Puis elle lâcha la bombe. Je pense qu'on devrait essayer un mariage sans intimité. J'ai éclaté de rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que j'étais absolument persuadé qu'elle plaisantait. Quoi? C'est une sorte d'introduction au divorce? Dis-je avec un rire nerveux. Son visage ne bougea pas. Au contraire, il se durcit. Je suis parfaitement sérieuse, Marc. J'y réfléchis depuis longtemps et je crois que cela pourrait renforcer notre relation. Les relations intimes ne sont pas tout, et j'ai l'impression qu'elles nous empêchent de nous connecter à un niveau plus profond. Mon cerveau cessa pratiquement de fonctionner. Qui était cette femme debout dans mon salon? Ce n'était pas celle qui m'envoyait des messages provoquants pendant mes réunions de travail. Ce n'était pas la Natacha qui, un jour, m'avait surpris le jour de mon anniversaire vêtue uniquement de crème. J'avais l'impression d'avoir avalé une brique. Attends une minute, balbutiai-je. D'où ça sort? Tu es malheureuse? J'ai fait quelque chose de travers? Elle poussa un soupir théâtral, comme si mes questions étaient tellement prévisibles qu'elles l'ennuyaient. Non, ce n'est pas ça. J'ai beaucoup lu récemment. J'écoute des podcasts. Je regarde ces femmes extraordinaires sur Internet qui parlent de reprendre le contrôle de leur identité, qui expliquent que l'intimité peut parfois servir de béquille pour masquer des problèmes plus profonds dans une relation.
Des podcasts? Des influenceuses? Donc quoi? Tu as écouté quelques épisodes d'une émission quelconque et tu as décidé que notre mariage était cassé? Je n'essayais pas d'être agressif, mais sérieusement. Ce n'est pas ce que je dis, répliqua TL. Je dis que nous pourrions essayer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui nous pousse à évoluer. Sans intimité. Je répétais ces mots davantage pour moi-même que pour... Dans quel univers cela renforce-t-il un mariage? Son ton devint immédiatement plus défensif. Tu es fermé d'esprit. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir de relations. Il s'agit de les mettre de côté pendant un certain temps et de nous concentrer sur nous-mêmes. En tant qu'individu. En tant que partenaire. Partenaire? Je secouai la tête. Quel genre de partenariat exclut l'intimité? J'avais l'impression qu'elle parlait une langue étrangère et que je n'avais aucun traducteur. Tu ne peux pas me présenter ça comme s'il s'agissait d'une expérience sans conséquence. Nous ne sommes pas deux étudiants qui testent un nouveau régime alimentaire bizarre. Nous parlons de notre mariage. Elle s'assit en face de moi. Sa posture était calme, mais ses yeux lançaient des éclairs. Exactement. C'est notre mariage. Et je suis en train de te dire que nous devons réfléchir à ce qui est vraiment important. Ce n'est pas un rejet de ta personne. Ce n'est pas une punition. Il s'agit simplement de découvrir qui nous sommes sans utiliser la connexion physique comme une béquille. Une béquille? Ce mot m'a frappé bien plus fort qu'il n'aurait dû. Je ne voyais pas notre intimité comme une béquille. Je la voyais comme de l'amour, comme une connexion, comme la colle qui nous maintenait unis lorsque la vie devenait compliquée. Sans elle, que restait-il de nous? De simples colocataires? À partager les factures et à prendre parfois un repas ensemble? Tu t'entends parler? Je ne pouvais plus me retenir. Parce que, de mon point de vue, c'est complètement absurde. Son visage se décomposa un instant, mais elle retrouva rapidement son air de supériorité morale. Tu n'es même pas prêt à envisager cette possibilité, demanda-t-elle doucement, presque comme si elle me prenait en pitié. Non, je ne le suis pas, répondis-je sèchement. Parce que ce que tu demandes, ce n'est pas un mariage. Du moins, pas celui auquel j'ai accepté de participer. Nous sommes restés assis là en silence. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle me regardait comme si elle attendait une révélation soudaine, comme si j'allais soudain comprendre le génie de son idée et la remercier. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la confusion, de la frustration et un profond sentiment de trahison. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette histoire n'avait rien à voir uniquement avec les relations intimes. C'était quelque chose de bien plus important. Quelque chose qui couvait sous la surface de notre relation depuis Dieu sait combien de temps. Et je n'avais aucune idée de la manière de réparer cela. Les jours qui ont suivi cette conversation ont été complètement surréalistes. Je continuais à attendre que tout redevienne normal. Qu'elle s'assoie en face de moi, éclate de rire et admette que toute cette histoire n'était qu'une mauvaise idée inspirée par une influenceuse surestimée. Mais cela n'est jamais arrivé. Au contraire, j'avais l'impression de vivre avec une étrangère. Au début, les changements étaient subtils. Elle passait désormais chaque minute libre sur son téléphone, toujours avec des écouteurs dans les oreilles, totalement absorbée par ce qu'elle regardait ou lisait. Lorsque je passais près d'elle, j'entendais parfois des extraits de discours de motivation ou de mantras de développement personnel. La valeur d'une femme ne réside pas dans sa capacité à satisfaire un homme. C'est ce que j'ai entendu un jour en entrant dans la cuisine. Elle a immédiatement mis la vidéo en pause, comme un adolescent surpris en train de cacher quelque chose à ses parents. C'est intéressant? Demandai-je d'un ton détendu. Elle haussa les épaules. Ce sont juste des choses auxquelles je réfléchis. Ce fichu haussement d'épaules. Natacha avait toujours été quelqu'un qui me racontait tout. Sa journée. Un article qu'elle avait lu. Une pensée qui lui traversait l'esprit à 3 heures du matin. Et maintenant, je n'avais droit qu'à des réponses monosyllabiques et à des haussements d'épaules d'adolescente. Puis son apparence a commencé à changer. Natacha avait toujours eu un style décontracté. Des jeans, des sweats à capuche, des t-shirts. Soudain, elle s'habillait comme si elle allait à une réunion du conseil d'administration chaque jour. Veste de tailleur, pantalons élégants, chemise boutonnée. Même sa coiffure a changé. Elle a coupé ses longs cheveux bruns, que j'adorais, pour adopter un carré strict avec une frange. La première fois que je l'ai vue ainsi, j'ai dû regarder 2 fois. 6 ans de mariage, et elle n'avait jamais mentionné l'envie d'avoir les cheveux courts. Tu es différente, remarquai-je un samedi matin alors qu'elle appliquait du rouge à lèvres alors que nous n'avions aucun programme particulier. Merci, répondit-elle sans même me regarder. Tu sors quelque part? Non. Fin de la conversation. Notre routine à la maison a changé elle aussi. Elle a cessé de cuisiner avec moi, alors que c'était l'une de nos activités préférées le week-end. Elle ne proposait plus de films pour nos soirées du vendredi. Elle a même réorganisé son côté du dressing, se débarrassant de tous les vêtements confortables qu'elle portait à la maison. Chaque jour, elle semblait plus distante. La femme qui se blottissait contre moi sur le canapé était désormais assise bien droite dans un fauteuil séparé, absorbée par son téléphone. Lorsque j'essayais de lui parler du travail, de ses amis ou de n'importe quel autre sujet, elle me répondait brièvement, sans aucun intérêt. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le nouveau vocabulaire qu'elle utilisait. Soudainement,
Tout tournait autour de la charge émotionnelle, du privilège masculin, de l'établissement de limites ou encore de l'énergie féminine. Des expressions que je ne l'avais jamais entendu employer durant toutes nos années ensemble. Je me concentre sur la découverte de ma véritable identité, me dit-elle un soir lorsque j'essayais d'aborder ce qui se passait entre nous. Trouver ton identité? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es juste là, devant moi. Je ne parvenais plus à cacher mon agacement. Tu ne comprendrais pas, répondit-elle d'une voix froide. Cette phrase m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. J'étais devenu trop stupide pour comprendre ce qui se passait dans mon propre mariage. Nous pouvions autrefois parler de tout. À présent, elle me traitait comme un idiot incapable de comprendre quoi que ce soit. J'ai essayé de préserver une certaine normalité. Je continuais à l'inviter à regarder des séries, à faire des promenades ou à aller dans nos restaurants préférés. Elle refusait souvent. Et lorsqu'elle acceptait, elle passait tout son temps sur son téléphone. Toute intimité avait totalement disparu. Si je la touchais simplement, une main sur son épaule ou un baiser sur la joue, elle se raidissait ou s'écartait discrètement. La Natacha que je connaissais, la femme dont j'étais tombé amoureux, semblait disparaître un peu plus chaque jour. À sa place se trouvait une étrangère froide et distante qui paraissait agacée par ma simple présence. Environ 2 semaines après sa fameuse proposition de « mariage sans intimité », Natacha entra dans le salon où je regardais un match de basket. Sans un mot, elle s'assit et me tendit son téléphone sous le nez. « Regarde ça !» Elle pointait une publication Instagram. Elle provenait d'un compte appelé « Patriarchisme ma chère », qui comptait environ 200 000 abonnés. Le profil était rempli de citations sur la libération des femmes et la nécessité de briser les chaînes des attentes masculines. La publication qu'elle me montrait était un long texte expliquant que les relations intimes avec les hommes étaient des outils d'oppression et que les femmes pouvaient retrouver leur pouvoir en rejetant le regard masculin et les attentes physiques. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle en me fixant comme si j'allais passer un examen. Je pris le temps de lire. En résumé, cette publication affirmait que toute femme engagée dans une relation traditionnelle était dominée, que le plaisir partagé avec les hommes était intrinsèquement oppressif et que la véritable liberté consistait à se détacher de toute validation masculine. Les commentaires étaient remplis de femmes applaudissant ces idées et racontant comment elles établissaient désormais des limites avec les hommes de leur entourage. Ce que j'en pense? Je relevai les yeux vers elle. Je pense que c'est complètement ridicule. Cette personne ne nous connaît pas. Elle ne connaît rien à notre relation. Comment une inconnue sur Instagram pourrait-elle savoir ce qui est le mieux pour notre mariage? Les yeux de Natacha se rétrécirent. Il ne s'agit pas d'elle en particulier, dit-elle sur un ton condescendant que je ne lui avais encore jamais entendu. Il s'agit du concept. Tu ne crois pas qu'il y a une part de vérité dans l'idée que la société conditionne les femmes à croire que leur valeur dépend de leur désirabilité sexuelle? Peut-être en théorie, mais ce n'est pas notre relation. Je ne t'ai jamais traité comme ça. Tu es sérieusement en train de laisser une militante d'Instagram influencer notre mariage? Elle poussa un long soupir théâtral. C'est exactement la réaction à laquelle je m'attendais. Tu es complètement fermé aux nouvelles perspectives qui remettent en question ton privilège masculin. Privilège masculin. En 9 ans de vie commune, Natacha n'avait jamais utilisé ce genre d'expression une seule fois. Et maintenant, soudainement, j'étais devenu l'incarnation du patriarcat? De nouvelles perspectives ou du lavage de cerveau? Parce que tout ça ne te ressemble pas du tout, dis-je en essayant de rester calme. Elle se leva brusquement. Tu ne pourrais pas comprendre. Toute ton expérience de vie est filtrée à travers le sentiment de droit que procure le fait d'être un homme. Puis elle quitta la pièce, me laissant seul sur le canapé à me demander ce qui était arrivé à ma femme. Cette nuit-là, allongé dans le lit à côté de cette étrangère, je fixais le plafond en essayant de comprendre à quel moment tout avait changé. Elle était là, à quelques centimètres de moi, et pourtant elle semblait à des kilomètres. La femme avec qui j'avais construit une vie, imaginé un avenir et fait des projets semblait avoir été remplacée par une version radicalisée que je ne reconnaissais plus. Attendez une seconde, c'est moi. Et j'ai besoin d'être honnête avec vous tous pendant un instant, même si cela risque d'en mettre certains mal à l'aise. Marc a fouillé dans les emails de sa femme. Et, dans la manière dont cette histoire est racontée, nous sommes tous censés l'applaudir. Il a trouvé des preuves. Il avait raison. Mais, attendez une minute. Il a d'abord essayé d'accéder à son téléphone. Il était verrouillé. Alors il a attendu qu'elle soit sous la douche et a essayé à nouveau. Puis, lorsqu'il a trouvé son ordinateur portable ouvert, il a parcouru ses emails privés. Oui, il a découvert des choses réellement inquiétantes. La manipulation, l'argent, Alex, tout cela était réel et sérieux. Mais voici la vérité que nous avons tendance à passer sous silence, Marc cherchait déjà quelque chose. La paranoïa, les soupçons, cette spirale de pensée du genre « est-ce qu'elle me trompe ?» Tout cela existait avant qu'il ne trouve la moindre preuve concrète. Il était déjà convaincu que quelque chose n'allait pas et il est parti à la recherche d'éléments qui confirmeraient ses craintes. Et dans n'importe quelle autre situation, nous qualifierions cela de grave violation de confiance. La réalité inconfortable, c'est que 2 personnes ont trahi cette confiance en même temps. Natacha a cessé d'être transparente avec son mari. Et Marc a réagi en la surveillant. Aucun de ces comportements n'est sain dans une relation, peu importe ce qui a été découvert par la suite.
Trouver de véritables preuves ne justifie pas automatiquement la manière dont elles ont été obtenues. Et dans un mariage qui était déjà en train de se fissurer, les deux partenaires ont discrètement choisi la méfiance plutôt que la conversation. Ce n'est pas une histoire avec un méchant d'un côté et un héros de l'autre. C'est simplement l'histoire de deux personnes qui ont cessé de se faire confiance et dont aucune ne voulait être la première à l'admettre. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Le lendemain, je suis rentré du travail et j'ai découvert qu'elle organisait une sorte de cercle de femmes dans notre salon. 5 femmes que je n'avais jamais vues étaient assises en cercle sur le sol, faisant brûler de la sauge et prenant la parole à tour de rôle pour parler de la déconstruction de la misogynie intériorisée ou d'autres sujets du même genre. Natacha m'a à peine accordé un regard lorsque je suis entré. Nous aurons terminé dans quelques heures, dit-elle d'un ton désinvolte, comme si j'étais un livreur perturbant leur importante cérémonie. J'ai pris mon ordinateur portable et me suis réfugié dans notre chambre, tout en entendant ces inconnus dans mon salon expliquer que les hommes étaient pratiquement la source de tous les maux du monde. L'une d'elles racontait comment elle s'était libérée du regard masculin en privant son mari de tout accès physique à son corps. Les autres acquiesçaient avec approbation et validation. Est-ce que c'était ce que Natacha prévoyait? Une rupture physique totale? J'en avais la nausée. Ce n'était pas une simple période difficile ni un problème de communication. J'avais l'impression que ma femme était progressivement retournée contre notre relation par une idéologie radicale. Après une nuit passée à me retourner dans tous les sens, une pensée inquiétante s'est insinuée dans mon esprit. Et s'il y avait quelqu'un d'autre? Je me détestais de penser cela, mais d'une certaine manière, tout semblait correspondre. La distance émotionnelle soudaine. Les changements d'apparence. Le comportement secret autour de son téléphone. Les gens ne se réveillent pas un matin en décidant de transformer radicalement leur mariage sans raison. Pendant qu'elle était sous la douche le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai essayé de consulter son téléphone. Il était verrouillé, évidemment. Et le code avait été changé. Avant, nous connaissions les codes de nos téléphones respectifs. Non pas parce que nous nous espionnions, mais parce que nous n'avions rien à cacher. À quel moment cela avait-il changé? Plus tard dans la journée, j'ai commencé à observer son comportement avec davantage d'attention. Elle était constamment collée à son téléphone. Chaque fois que je passais près d'elle, elle orientait l'écran dans l'autre sens. Elle disparaissait pendant des heures dans notre bureau à domicile, affirmant qu'elle écrivait dans son journal ou participait à des ateliers d'émancipation féminine. À chaque notification, elle se précipitait pour regarder son téléphone. Et si j'entrais dans une pièce pendant qu'elle l'utilisait, elle changeait rapidement d'application ou éteignait l'écran. Un comportement typique de quelqu'un qui a quelque chose à cacher, non? Un soir, j'ai fait semblant de dormir lorsqu'elle s'est couchée. Elle a immédiatement attrapé son téléphone et s'est mise à taper des messages, souriant parfois en lisant les réponses. Avec qui pouvait-elle bien discuter à minuit? Et pourquoi cela la faisait-il sourire alors que, depuis des semaines, je n'obtenais de sa part que des regards froids? Avec qui échanges-tu constamment des messages? Lui demandai-je le lendemain soir alors qu'elle tapait frénétiquement sur son téléphone. Elle leva les yeux, surprise, puis retrouva rapidement son calme. Avec quelques femmes de mon collectif féministe. Nous discutons de l'oppression systémique inhérente aux dynamiques du mariage traditionnel. Ton collectif féministe? Depuis quand fais-tu partie d'un collectif? En quoi cela te regarde-t-il? Répliqua-t-elle sèchement. Tu essaies de contrôler les personnes avec qui je parle maintenant? C'est un comportement patriarcal typique. Cela me regarde parce que tu es ma femme et que tu te comportes comme si j'étais ton ennemi depuis des semaines. Ces inconnus connaissent-elles davantage notre mariage que moi? Elle me fixa froidement. Peut-être qu'elles me comprennent mieux que toi. Puis elle se leva et quitta la pièce. Cette remarque m'a frappé comme une gifle. 9 ans ensemble. Et soudain, un collectif rencontré en ligne la comprenait mieux que moi. J'ai commencé à remarquer d'autres changements. Elle posait son téléphone face contre table dès que j'étais à proximité. Elle passait ses appels dans une autre pièce en parlant à voix basse. Elle a changé tous ses mots de passe, sa messagerie, ses réseaux sociaux, même notre compte Amazon partagé. Un après-midi, je suis rentré plus tôt du travail et je l'ai entendu rire dans son bureau. Un rire sincère, joyeux. Un rire que je ne l'avais plus entendu adresser à moi depuis des semaines. Lorsque j'ai frappé puis ouvert la porte, elle a immédiatement coupé son appel vidéo et affiché un document vierge sur son écran. Désolé. Je ne voulais pas interrompre, dis-je en observant attentivement sa réaction. Ce n'est rien. Nous terminions justement, répondit-elle sans croiser mon regard. Tu parlais avec qui? On aurait dit que tu passais un bon moment. Avec le collectif. Nous discutions de la déconstruction des normes de beauté. Bien sûr. La déconstruction des normes de beauté. Un sujet manifestement hilarant. La paranoïa commençait à me dévorer. Chaque détail ressemblait à une preuve. Le téléphone constamment dans sa main. Les écrans verrouillés. Les réponses vagues. Les messages tard dans la nuit. Les appels secrets. Les changements d'apparence. Mon esprit fabriquait en boucle les pires scénarios possibles. Était-elle impliquée émotionnellement avec quelqu'un d'autre? Avait-elle une relation physique? Ou était-elle simplement manipulée par une sorte de secte? Je n'arrivais plus à me concentrer au travail. Je dormais mal.
Je repassais sans cesse notre histoire dans ma tête, cherchant les signes que j'aurais pu manquer. Était-elle malheureuse depuis longtemps? Y avait-il une personne en particulier qui avait attiré son attention? Ou s'agissait-il réellement d'une étrange conversion idéologique? Mes soupçons se transformèrent peu à peu en véritable paranoïa. Chaque notification sur son téléphone. Chaque sourire discret pendant qu'elle écrivait un message. Chaque atelier nocturne. Mon esprit imaginait sans arrêt les pires scénarios. Puis, un soir, elle s'endormit tôt. Son ordinateur portable était resté ouvert sur la table de la cuisine. Je savais que c'était mal. Mais j'étais désespéré de comprendre ce qui était en train de se passer. Je m'attendais à trouver son historique de navigation effacé, mais à la place, je suis tombé sur une véritable mine d'or. Elle avait oublié de se déconnecter de sa messagerie électronique. La plupart des messages provenaient de newsletters de comptes féministes ou de forums consacrés au développement personnel et à l'émancipation. Puis j'ai remarqué un dossier intitulé « Personnel ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de mails provenant d'une personne nommée Alex. J'en ai ouvert un datant de 2 semaines auparavant. Natacha. Notre conversation d'hier soir a été incroyable. Je n'ai jamais créé un lien aussi profond avec quelqu'un. Tu es véritablement en train de t'éveiller à ton pouvoir authentique, et c'est magnifique à voir. La manière dont tu décris ta situation à la maison est tellement courante. Les hommes ne peuvent tout simplement pas comprendre la charge émotionnelle que les femmes supportent quotidiennement dans les relations hétérosexuelles. Tu mérites tellement mieux que ce à quoi tu t'es résigné. J'ai hâte de notre appel demain. Alex. J'en ai ouvert un autre, plus récent. Je suis tellement fier de toi pour avoir posé des limites. C'est une étape importante. Souviens-toi que tu ne lui dois aucune intimité physique. Ton corps n'appartient qu'à toi. Ce sentiment de culpabilité n'est que le résultat de ton conditionnement. Libère-toi de cela. Je suis là pour toi chaque fois que tu as besoin de parler. Même heure ce soir? Alex. Mais qui était Alex? Un homme? Une femme? Les emails ne permettaient pas de le savoir. Ce qui était évident, en revanche, c'est que cette personne encourageait activement Natacha à détruire notre mariage. J'ai continué à lire. Puis je suis tombé sur un autre message datant de 3 jours plus tôt. Natacha. Plus tu me parles de lui, plus je reconnais les signes classiques de la manipulation émotionnelle. Il essaie de te faire culpabiliser pour ton développement personnel. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Tu mérites l'espace nécessaire pour découvrir qui tu es en dehors de ses attentes. Je serai à tes côtés à chaque étape. Alex. J'étais fou de rage. Cette personne ne m'avait jamais rencontré. Elle ne savait absolument rien de notre relation. Et pourtant, elle me présentait comme une sorte de monstre manipulateur. Et Natacha acceptait tout cela? Elle racontait les détails de notre vie privée à un parfait inconnu? Je continuais à faire défiler les messages. J'ai découvert qu'elle avait rejoint un groupe de méditation animé par cette même personne. Il y avait des liens Zoom pour des sessions nocturnes ainsi que des références à des appels privés réguliers. Puis j'ai trouvé des reçus de dons. Natacha avait envoyé de l'argent à ce fameux « collectif féminin authentique ». 2 cents $ ici. 350 $ là. Au total, plus de 3000 $ avaient quitté notre compte commun en un seul mois. Mais qu'est-ce que c'était que ce délire? Nous avions toujours convenu de nous consulter mutuellement avant toute dépense supérieure à 5 cents $. Et pourtant, elle envoyait des milliers de dollars à un groupe en ligne. J'ai ensuite découvert un PDF intitulé « Guide de libération ». Il présentait un programme en 12 étapes destiné à se libérer des structures relationnelles patriarcales. La première étape consistait à reconnaître son conditionnement. La deuxième recommandait d'établir des frontières physiques, notamment en mettant en place une relation sans rapports intimes. La 6e encourageait à se détacher de l'approbation masculine, avec des conseils sur la manière de changer son apparence pour se plaire à soi-même plutôt qu'aux hommes. C'était littéralement un manuel de secte. Et soudain, tout a pris sens. Le changement de personnalité. Le nouveau vocabulaire. La froideur. Les changements physiques. Les cercles de femmes. Le secret permanent. Natacha était manipulée par ce groupe, quel qu'il soit. Et cette personne appelée Alex jouait clairement avec son esprit. J'ai pris discrètement plusieurs photos des emails les plus compromettants, y compris les reçus des dons. Puis j'ai refermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé. J'avais besoin de temps. Du temps pour comprendre ce que je venais de découvrir. Et du temps pour décider de la suite. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. Une partie de moi essayait encore d'assimiler tout cela. Une autre voulait voir jusqu'où cette situation irait. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'elle assistait chaque soir à ses séances de méditation. Toujours la porte fermée. Toujours verrouillée. J'ai alors commencé à me renseigner sur ce collectif féminin authentique. Leur site internet débordait de formules vagues sur l'émancipation et de témoignages de femmes affirmant avoir transformé leur vie grâce au programme. La fondatrice, Alexandra Reeves, se présentait comme une guide spirituelle et une éveilleuse féministe qui s'était libérée de l'emprise patriarcale après avoir quitté son mari de 15 ans. Le site proposait plusieurs niveaux d'adhésion. 49 $ par mois pour l'accès de base aux sessions de groupe. Jusqu'à 499 $ par mois pour un programme de transformation comprenant un accompagnement privé.
Il y avait également un bouton permettant de faire des dons pour soutenir la mission du collectif. Tout cela ressemblait aux caractéristiques classiques d'une arnaque sophistiquée visant des femmes vulnérables. Le point de rupture est arrivé un soir après le dîner. Comme la plupart des soirs désormais, c'était moi qui avais cuisiné. Elle avait à peine touché à son assiette, trop occupée à regarder l'heure toutes les quelques minutes. « Je dois y aller », dit-elle en se levant et en laissant son repas presque intact. « J'ai une session importante à 20 heures. »« Bien sûr », répondis-je d'un ton plat. « Va donc t'enfermer dans le bureau avec ton nouveau meilleur ami Alex pendant que je fais la vaisselle. » Elle se figea, puis se tourna lentement vers moi. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je posai ma fourchette et soutins son regard. « Tu m'as très bien entendu. Alex. Ton gourou, ou peu importe comment tu l'appelles, celui ou celle qui te remplit la tête avec toutes ces absurdités sur le fait que je serais une sorte de monstre oppressif. » Son visage devint livide avant de rougir de colère. « Tu as fouillé dans mes emails ? Comment oses-tu violer ma vie privée de cette façon ? Ma vie privée ? Depuis quand avons-nous des secrets dans ce mariage ? Cela fait des semaines que tu racontes notre vie personnelle à un inconnu et que tu le laisses te convaincre que je suis le méchant de l'histoire. Et c'est moi le problème parce que je l'ai découvert ? Tu n'avais aucun droit de faire ça, hurla-t-elle, les mains tremblantes. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de prendre mes distances avec toi. Tu es contrôlant et possessif. J'ai ri, mais il n'y avait rien de drôle dans ce rire. Contrôlant ? J'assiste depuis des semaines à la transformation de ma femme en une parfaite étrangère. Tu répètes des expressions que tu n'utilisais jamais auparavant, tu me traites comme un ennemi et, apparemment, tu racontes chaque détail de notre relation à un collectif d'inconnus sur Internet. Et je suis censé rester assis là sans rien dire ? Alex comprend ce que je traverse. Le collectif soutient mon parcours de découverte personnelle sans jugement. Il me voit comme une personne à part entière, pas seulement comme un objet destiné à satisfaire les hommes. Un objet ? Je la regardais, incrédule. Tu te moques de moi ? Après 9 ans passés ensemble, tu crois vraiment que c'est ainsi que je te vois ? J'ai soutenu chacune de tes ambitions. Je t'ai encouragé à obtenir ton master, à ouvrir ton propre cabinet. À quel moment t'ai-je traité comme un objet ? Tu ne comprends tout simplement pas, répondit-elle avec cette condescendance insupportable. Ton point de vue masculin t'empêche de voir les façons subtiles dont tu exerces ton contrôle. Ah oui ? Et j'imagine qu'Alex possède une vision bien plus éclairée. Cette personne qui ne m'a jamais rencontré, qui ne nous a jamais vus ensemble, en sait davantage sur notre relation que moi ? Alex m'aide à découvrir mon véritable moi. Ton véritable moi allait parfaitement bien avant que cette secte ne mette la main sur toi. Ses yeux se rétrécirent dangereusement. Ce n'est pas une secte. C'est une communauté bienveillante composée de personnes partageant les mêmes idées et comprenant l'expérience féminine. Une communauté bienveillante qui t'encourage à détruire ton mariage ? Une communauté qui t'explique que ton mari est manipulateur et contrôlant sans la moindre preuve. Une communauté qui te pousse à changer absolument tout chez toi ? Pour moi, ça correspond parfaitement à la définition d'une secte. Tu es simplement menacé parce que je ne centre plus ma vie sur tes besoins et tes désirs. Centrer ta vie sur moi ? Quand est-ce que je t'ai demandé ça ? C'est toi qui as changé du jour au lendemain. C'est toi qui as décidé que notre mariage devait soudainement devenir un mariage sans intimité. C'est toi qui passes chaque minute libre à te faire laver le cerveau par des inconnus sur Internet. La dispute dégénéra rapidement pour devenir la pire de tout notre mariage. Elle me traita de toxique, de contrôlant et de symbole vivant du privilège patriarcal. Je la qualifiais de manipulée, d'égoïste et de méconnaissable. Puis j'abordai le sujet de l'argent. Au fait, je suis au courant des 3 000 $ que tu leur as versés depuis notre compte commun. Cette remarque la figea instantanément. Comment tu ? J'ai vu les reçus dans tes emails. Tu envoies des centaines de dollars à ces gens sans même m'en parler. Comment peux-tu trouver ça normal ? Nous avons toujours discuté ensemble des dépenses importantes. Et maintenant, tu transfères des milliers de dollars à un gourou sur Internet sans dire un seul mot. C'est un investissement dans mon développement personnel, répondit-elle. Mais, pour la première fois depuis longtemps, elle eut au moins la décence d'avoir l'air légèrement embarrassée. D'accord, arrêtons-nous une seconde, c'est encore moi. Parce que cet argument-là, c'est celui qui a véritablement tout fait basculer. Ce qui s'est réellement passé pendant cette dispute est bien plus douloureux que les insultes échangées. Marc lui a enfin dit la vérité. La vraie vérité. Ces gens sont en train de t'isoler, de te manipuler et de te prendre ton argent. Il lui a exposé les faits clairement, calmement et objectivement. Et pendant une brève seconde, Natacha a vacillé. L'histoire dit littéralement qu'une lueur de doute a traversé son regard. Et puis elle a immédiatement étouffé ce doute, s'est enfermée dans une pièce et a appelé Alex. C'est cette partie qui devrait vous briser le cœur. Parce que cette hésitation, c'était la véritable Natacha qui refaisait brièvement surface. Elle l'a entendu. Une partie d'elle savait qu'il avait raison. Et au lieu d'affronter ce sentiment inconfortable, elle est retournée directement vers la personne même qui était à l'origine du problème. C'est exactement ce que la manipulation fait à quelqu'un. Elle vous pousse à percevoir la vérité comme une attaque. Elle vous fait voir les personnes qui vous aiment sincèrement comme vos ennemis. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est que Natacha est thérapeute.
Elle accompagne professionnellement des familles confrontées précisément à ce genre de manipulation psychologique. Et malgré cela, elle n'a pas réussi à voir que cela lui arrivait à elle aussi. Ce n'est pas de la stupidité. C'est simplement quelque chose de profondément humain et tragique. Personne n'est jamais aussi immunisé qu'il le croit. Maintenant, revenons à l'auteur du post. C'est une véritable arnaque, Natacha. Ces gens profitent de toi. Ils sont en train de t'isoler de ton entourage. C'est exactement comme ça que fonctionnent les sectes. Elles te convainquent que tous ceux qui les remettent en question sont tes ennemis. Elles te poussent à changer ton apparence, ton langage, tes relations, puis elles prennent ton argent. Tu ne comprends pas ce que cela représente pour moi, insista TL. Mais, pour la première fois, j'aperçus une lueur de doute dans son regard. À un moment donné, je finis par poser la question qui me brûlait l'esprit depuis des semaines. Est-ce que tu couches avec Alex? Elle me regarda comme si je venais de la gifler. Comment oses-tu? Cela montre à quel point tu as peu d'estime pour moi. Tu supposes immédiatement que je te trompe. Qu'est-ce que je suis censé penser? Du jour au lendemain, tu veux un mariage sans intimité. Tu caches constamment ton téléphone. Tu participes à des séances privées avec une sorte de gourou qui t'explique que ton mari est l'ennemi. Alors aide-moi à comprendre, Natacha. Je ne te tromperai jamais. Le simple fait que tu puisses suggérer une chose pareille prouve que tu ne me connais pas du tout. Je ne te connais plus parce que tu n'es plus la même personne. La Natacha que j'ai épousée n'aurait jamais rejoint une secte en ligne ni laissé des inconnus dicter les règles de notre relation. Elle quitta la pièce en trombe et claqua la porte du bureau. J'entendis le verrou tourner. Quelques minutes plus tard, le son étouffé de sa voix me parvint à travers la porte. Elle parlait à quelqu'un. Probablement à son précieux Alex. Je restais assis dans la cuisine, entouré des restes du dîner que j'avais préparé, à me demander comment nous en étions arrivés là. Quelque chose devait changer. Nous ne pouvions pas continuer à vivre ainsi. Après cette énorme dispute, nous nous sommes à peine adressé la parole pendant plusieurs jours. J'ai passé ce temps à réfléchir et à évaluer mes options. Je pouvais continuer à me battre pour un mariage avec une personne qui ne semblait plus vouloir la même chose que moi. Ou je pouvais reprendre le contrôle de ma propre vie. J'ai choisi la seconde option. Sans en parler à Natacha, j'ai contacté un avocat et appris tout ce qu'il fallait savoir pour me protéger. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier et commencé à séparer discrètement nos finances. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire. J'y ai transféré ma part de nos économies. J'ai également fait en sorte que mon salaire soit désormais versé sur ce nouveau compte. J'ai tout documenté. Les changements de comportement. Les emails d'Alex. L'argent envoyé au collectif. J'ai même enregistré quelques-unes de nos disputes lorsqu'elle utilisait ce langage quasi sectaire, au cas où cela deviendrait utile plus tard. Puis j'ai appelé mon ami Ryan, propriétaire d'une agence immobilière. En moins d'une semaine, il m'a trouvé un superbe appartement en centre-ville. Moderne. Avec une vue magnifique. À distance de marche des commerces et des restaurants. J'ai signé le bail immédiatement. Pendant ce temps, Natacha poursuivait ses séances et faisait comme si je n'existais plus. Cela m'allait parfaitement. Cela me laissait le temps d'exécuter mon plan. Je me suis assuré que tous mes documents importants étaient en sécurité, acte de naissance, passeport, relevé financier. J'ai contacté tous nos comptes communs, services publics, assurances, plateformes de streaming, afin de retirer mon nom ou de créer de nouveaux comptes personnels. Un vendredi, pendant que Natacha était au travail, j'ai emballé tout ce qui comptait pour moi. Mes vêtements. Mes effets personnels. Mon installation de jeux vidéo. Les objets de famille auxquels je tenais. J'ai laissé tous les meubles, dont la plupart avaient pourtant été payés par moi, ainsi que tout ce que nous avions acheté ensemble. Je n'avais aucune envie de me battre pour des biens matériels. La dernière chose que j'ai faite fut de laisser une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvait une lettre. Natacha. Tu voulais un mariage sans intimité. Je vais te proposer encore mieux, un mariage sans mari. J'ai déménagé et séparé nos finances. Tu peux garder la maison pour le moment. J'ai payé les mensualités du prêt immobilier jusqu'au mois prochain afin de te laisser le temps de réfléchir à la suite. Mon avocat te contactera pour les prochaines étapes. Profite bien de ton « moi authentique ». Marc. J'ai également laissé des copies imprimées des emails échangés avec Alex, des reçus de dons et des captures d'écran du fameux guide de libération afin qu'elle comprenne exactement pourquoi je partais. Puis je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai rejoint mon nouvel appartement. Et j'ai commencé une nouvelle vie. Mon premier week-end de liberté fut étrange. J'ai aménagé mon appartement. Je suis allé faire les courses sans avoir à demander à quelqu'un ce dont il avait besoin. J'ai dormi aussi longtemps que je le souhaitais. J'ai repris contact avec plusieurs amis que je voyais beaucoup moins parce que Natacha m'en avait progressivement éloigné avec ses discours sur leur prétendue masculinité toxique. Je me suis inscrit dans une salle de sport. Et j'ai rejoint un groupe de basketball amateur qui jouait le dimanche. Une activité que j'avais toujours aimée mais que j'avais abandonnée parce que Natacha voulait que je sois à la maison pour ses fameux dimanches de bien-être personnel. Pendant 3 jours, silence total. Puis le tsunami est arrivé. D'abord les messages. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas partir comme ça. S'il te plaît,
Appelle-moi. Je n'ai pas répondu. Puis les appels ont commencé. Des dizaines d'appels. Tous envoyés directement sur la messagerie vocale. Ces messages devenaient de plus en plus désespérés. Marc, s'il te plaît. C'est une erreur. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Nous pouvons arranger les choses. Malgré tout, je suis resté totalement silencieux. Le 4e jour, elle s'est présentée à mon bureau. Mais j'avais déjà prévenu la réception de ne pas la laisser entrer. Elle a envoyé des emails. Laissé des messages vocaux. Contacté des amis communs pour essayer de me joindre. Puis, le 5e jour, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. Pensant qu'il s'agissait peut-être de mon avocat, j'ai répondu. « Allô, est-ce que je parle à Marc ?» La voix était calme, suave et légèrement condescendante. « Qui est à l'appareil ?» demandai-je. « Ici Alex, du collectif féminin authentique. Je pense que nous devrions parler. » J'ai failli éclater de rire. « Il n'y a absolument rien dont vous et moi devons discuter. Je comprends que vous soyez contrarié, mais Natacha est dévastée. Elle a réalisé à quel point vous comptez pour elle. »« Ah oui ? Vraiment ? C'est fascinant. Dites-moi, Alex, combien d'argent Natacha a-t-elle versé à votre collectif au cours du dernier mois ?» Silence. Exactement ce que je pensais. Écoutez-moi bien. Restez loin de ma femme et cessez de lui remplir la tête avec vos manipulations. Si vous me contactez encore une fois, je déposerai une plainte pour harcèlement. C'est clair ? J'ai raccroché avant même qu'Alex ait le temps de répondre. 2 semaines passèrent. Je m'installai dans mon nouvel appartement, repris contact avec des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps et me mis à aller à la salle de sport tous les jours. Je dormais mieux. Je mangeais mieux. Et, pour la première fois depuis des mois, je me sentais redevenir moi-même. Mon avocat m'informa que Natacha avait reçu les documents officiels de séparation. À ma grande surprise, elle n'avait encore rien contesté. Je m'attendais à ce qu'elle se batte, qu'elle fasse traîner les choses ou qu'elle formule des exigences. Mais rien de tout cela ne se produisit. Puis Natacha se présenta à mon bureau. Elle avait mauvaise mine. Les yeux gonflés. Les cheveux mal coiffés. Elle portait un vieux sweatshirt au lieu des tenues sophistiquées de sa nouvelle version, émancipée. Ma réceptionniste m'apprit qu'elle attendait dans le hall depuis 3 heures et refusait de partir. Contre mon meilleur jugement, j'acceptai de lui accorder 5 minutes. « Tu as bonne mine » dit-elle doucement en s'asseyant en face de moi. « Merci. Qu'est-ce que tu veux, Natacha ?» J'ai commis une horrible erreur, murmura-t-elle, les larmes montant aux yeux. Je me suis laissé entraîner dans quelque chose que je ne comprenais pas. Alex. Le groupe. Ils ne sont pas ce que je croyais. Et qu'est-ce qu'ils sont exactement ? Elle baissa les yeux. Après ton départ, j'ai fait des recherches. Ils ciblent des femmes engagées dans des relations stables, les poussent à remettre toute leur vie en question, les isolent de leurs partenaires, puis leur demandent de l'argent. J'ai donné presque 5 000 $ provenant de notre compte commun. Je m'adossai à mon fauteuil. C'est regrettable. Marc, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me sentais, je ne sais pas, ennuyé, agité. Puis je suis tombé sur ces vidéos qui semblaient s'adresser directement à moi. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà complètement prise au piège. Sa voix se brisa. « Alors qu'est-ce que tu attends de moi maintenant ?» demandai-je calmement. « Je veux rentrer à la maison » sanglota-t-elle. « Tu me manques. Nous me manquons. Je consulte une véritable thérapeute maintenant, pas une gourou d'internet, et elle m'aide à comprendre comment j'ai pu être manipulé. Je rembourserai chaque centime que je leur ai donné. Je supprimerai tous mes comptes. Je ferai tout ce qu'il faudra. » Et cette histoire de mariage sans intimité, elle eut l'air horrifiée. Ce n'était jamais ce que je voulais réellement. Ils m'ont convaincu que l'intimité physique était une forme de soumission aux attentes patriarcales. Mon Dieu, rien que de le dire à voix haute, cela paraît ridicule. Et les cercles de femmes ? Toute cette rhétorique féministe radicale ? Ce changement complet de personnalité ? Elle hocha lentement la tête. Je me suis laissé emporter. C'est comme s'ils savaient exactement quoi dire pour me faire sentir spécial. Éclairé. Comme si je faisais partie de quelque chose d'important. Petit à petit, ils m'ont isolé et m'ont poussé à douter de tout ce que je savais. Des méthodes classiques de secte. Mais je n'ai pas réussi à le voir avant ton départ. Je consultai ma montre. Tes 5 minutes sont écoulées, Natacha. S'il te plaît, supplia-t-elle en tendant la main vers moi à travers le bureau. Je t'aime. J'ai commis une terrible erreur. Je ferai n'importe quoi pour réparer cela. Je retirai ma main. Tu sais, Natacha, le problème, c'est que je suis réellement plus heureux aujourd'hui. Ces dernières semaines ont été très instructives. J'ai compris que je mérite quelqu'un qui ne jette pas 9 ans de relation à la poubelle à cause des conseils d'une secte trouvée sur Instagram. Quelqu'un qui me fait suffisamment confiance pour parler de ses problèmes au lieu de me mettre devant un ultimatum. Quelqu'un qui accorde autant de valeur à mes sentiments qu'aux siens. C'est moi, insista-t-elle. Le vrai moi. Pas la version manipulée. S'il te plaît, Marc, donne-moi une autre chance. Je me penchai légèrement en avant. Tu sais ce qui me fait vraiment mal ? Ce n'est pas la proposition de mariage sans intimité. Ce n'est même pas l'argent que tu leur as envoyé.
C'est le fait que tu as cru un inconnu sur Internet plutôt que ton mari de 6 ans. C'est le fait que tu as été si rapide à me considérer comme l'ennemi. Que tu as transformé tout ce que j'ai fait pour toi en une forme d'oppression. Comment est-ce qu'on revient de ça? Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Mais je veux essayer. Je ferai tout ce qu'il faut. Je me levai. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je peux te promettre pour l'instant. Alors que je la raccompagnais vers la sortie, elle se retourna vers moi avec ses yeux rougis et pleins de désespoir. Est-ce que je peux t'appeler? Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble la semaine prochaine, juste pour parler? C'est moi qui t'appellerai, répondis-je fermement. Peut-être. Mais ne reste pas à attendre. Je la regardais s'éloigner, les épaules voûtées. Elle n'avait plus rien de la féministe froide et sûre d'elle qui, un mois plus tôt, exigeait un mariage sans intimité. La vérité, c'est que je ne sais pas si je l'appellerai. Une partie de moi aime encore la femme que j'ai épousée. Mais je ne suis plus certain qu'elle existe encore. Et une autre partie de moi apprécie sa liberté retrouvée, ainsi que l'attention que reçoit un homme célibataire qui a repris sa vie en main. 3 jours plus tard, je reçus un email inattendu. Il provenait d'Alex. Pas directement adressé à moi. C'était un message collectif envoyé à tous les membres du groupe, que Natacha m'avait transféré. On pouvait y lire. Chère sœur. C'est le cœur lourd que je vous annonce que le collectif féminin authentique suspend temporairement ses activités pendant que je règle certaines affaires personnelles. Certaines personnes ont formulé des accusations infondées contre notre œuvre sacrée, et je dois consacrer toute mon énergie à répondre à ces attaques. Vos abonnements mensuels resteront actifs afin de préserver votre place lors de notre retour. Restez forte dans votre authenticité. Alex. Natacha avait ajouté une note personnelle. Pour information. Elle prend la fuite parce que 3 autres femmes et moi l'avons signalée aux autorités pour fraude. Je me suis dit que tu voudrais le savoir. Je dois reconnaître une chose. J'étais impressionné. L'ancienne Natacha montrait enfin des signes de retour à la vie. Elle passait à l'action. Elle se défendait. Elle ripostait contre quelqu'un qui lui avait fait du tort. C'était la première fois depuis des mois que j'apercevais un aperçu de la femme dont j'étais tombé amoureux. Ce soir-là, quelqu'un sonna à ma porte. C'était encore Natacha. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle semblait plus sereine. Plus elle-même. Ses cheveux avaient retrouvé leur style naturel. Le maquillage sévère avait disparu. Elle portait un jean et un t-shirt, comme autrefois. « Je ne suis pas venue pour te supplier, dit-elle immédiatement. Je voulais simplement te remettre ceci. » Elle me tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 $. Le montant total qu'elle avait versé au collectif, avec même un supplément. J'ai vendu mes vêtements de marque et quelques bijoux pour réunir cette somme, expliqua-t-elle. Je sais que ça ne répare rien, mais c'est un début. Merci, répondis-je, sincèrement surpris. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais, répondit-elle. Et il y a autre chose. Elle me remit un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des emails qu'elle avait envoyés à d'autres femmes du collectif pour les mettre en garde contre les méthodes de manipulation d'Alex. Elle avait également joint des captures d'écran d'un groupe de soutien qu'elle avait créé pour les femmes ayant vécu des expériences similaires. J'essaie d'aider celles qui se sont laissées piéger comme moi, expliqua-t-elle. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour tirer quelque chose de positif de tout ce désastre. Je hochai la tête, impressionné malgré moi. C'est vraiment une bonne chose, Natacha. Je ne te demande rien, ajouta-t-elle rapidement. Je voulais simplement que tu saches que je travaille réellement sur moi-même. Cette fois pour de vrai, pas avec ces absurdités de « moi authentique ». Alors qu'elle se retournait pour partir, je me surpris à lui dire. Peut-être qu'on pourrait prendre un café ensemble un de ces jours. Juste pour discuter. Elle se retourna. Une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. J'aimerais beaucoup. Je ne sais toujours pas ce qui va arriver entre nous. Peut-être que nous réessaierons. Peut-être que non. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de parler à la véritable Natacha de nouveau, et non à une sorte de robot programmé par une secte. Et aujourd'hui, c'est moi qui contrôle ma vie. Mes choix. Mon avenir. Quoi qu'il arrive ensuite, ce sera selon mes conditions. Dans un cas comme dans l'autre, c'est désormais moi qui tiens les rênes. Et, franchement, ça fait un bien fou. Alors, ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Tout d'abord, Natacha. Écoutez, j'ai sincèrement de la compassion pour elle, et je pense que c'est ce que certaines personnes risquent de manquer si elles sont trop occupées à être en colère. Elle n'était pas stupide. C'était une thérapeute, une femme instruite, accomplie professionnellement, et malgré cela, elle s'est laissée entraîner. Et c'est précisément ce qui fait peur avec ce genre de groupe manipulateur en ligne. Ils ne ciblent pas les personnes faibles. Ils ciblent des personnes qui traversent discrètement une période d'insatisfaction, qui se sentent peut-être un peu perdues, et ils apparaissent exactement au bon moment avec exactement les mots qu'il faut. Alex et ce collectif féminin authentique n'ont pas vendu à Natacha une idée complètement folle. Ils lui ont vendu un sentiment d'importance. Un sentiment d'éveil. L'impression d'être quelqu'un de spécial, de choisi. Étage 5000 $ plus tard, les dégâts étaient bien réels. Mais voici ce que j'en pense.
Sous toute cette influence, Natacha ressentait malgré tout quelque chose de véritable. Cette agitation intérieure. Cet ennui dont elle parlait. Tout cela était réel. Le problème, c'est que le groupe a exploité ses sentiments au lieu de l'aider à les affronter et à les comprendre. Et honnêtement, cela concerne un peu les deux. Marc et Natacha auraient probablement dû avoir une véritable conversation, difficile et inconfortable, sur l'état de leur mariage bien avant qu'Alex n'entre dans leur vie. Maintenant, parlons de Marc. Il a géré la séparation avec beaucoup de maîtrise. Pas de vengeance. Pas de conflit interminable. Pas de drame public. Il s'est protégé financièrement, juridiquement et émotionnellement, et il l'a fait discrètement. Pour cela, il mérite du respect. Mais en lisant entre les lignes, j'ai aussi remarqué quelque chose. Il a admis se sentir plus heureux en étant célibataire et apprécier l'attention qui accompagnait sa nouvelle liberté. Et c'est tout à fait légitime. Mais cela nous indique également que leur mariage présentait déjà certaines fissures avant même toute cette histoire. Alors, quelle est la véritable leçon à retenir? Internet peut absolument s'immiscer dans votre relation si vous le laissez faire. L'ennui est dangereux lorsqu'on n'en parle pas. Et dès l'instant où votre partenaire commence à ressembler à un étranger, nouveau vocabulaire, nouvelles valeurs, soudain beaucoup de secrets, ce n'est pas simplement une phase passagère. C'est une conversation qu'il faut avoir immédiatement, pas plusieurs semaines plus tard. Parce qu'au moment où Marc a découvert ses emails, il était déjà trop tard pour sauver ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors, mes amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.